Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons le plaisir et le privilège de nous entretenir aujourd'hui avec coach Mariam Ina. Coach, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le sujet la conduite du changement et la mobilisation de l'intelligence collective. Avant ça, on va quand même donner un résumé sommaire de votre curriculum. On sait que vous êtes diplômé des management des organisations. Vous êtes également ancienne directrice commerciale d'une entreprise internationale de téléphonie mobile. Vous avez aussi été certifié coach. Maintenant, je ne sais pas exactement quels sont. Je sais qu'il y a la conduite du changement, il y a le team building, il y a la pratique du PNL. Je ne sais pas si vous avez une certification dans tous ces domaines. Mais je sais également... J'ai cette certification dans le domaine du coaching. Parfait. Et je sais également qu'avant de créer votre entreprise aujourd'hui, qui est le premier cabinet de coaching au Mali qui s'appelle Potentiel, vous avez eu à avoir certaines initiatives dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat féminin, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça, mais on voudrait que vous puissiez nous dire, on ne sait pas s'il y a un lien, qu'est-ce qui vous a amené déjà à faire du coaching personnel et dans la même continuité, qu'est-ce donc la conduite du changement et quelles sont la mobilisation de ce qu'on appelle l'intelligence collective? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire du coaching personnel? D'abord, je fais du coaching professionnel, plus que le coaching personnel, même si je suis certifiée sur les deux. Et le cabinet s'est positionné vraiment en coaching des organisations. Le coach Mariam Ina est en même temps, comme vous l'avez signalé, maître praticien PNL. Donc, je fais un peu de coaching personnel, mais nous sommes plus focus sur le coaching d'entreprise et des organisations. Et qu'est-ce qui m'a amené? Une belle petite histoire. Un jour où je suis tombée sur une vidéo incroyable qui me parlait de la loi de l'attraction, cette loi qui dit que notre vie, on l'a bâtie comme nous l'entendons et on peut la mettre sur la voie dont nous rêvons. Et donc, quand j'ai entendu cette bonne nouvelle, ça m'a donné envie de quitter l'entreprise où je travaillais parce que j'ai toujours été éprise de liberté et d'accompagnement humain. Et j'ai compris qu'il fallait que je cherche ma voie. J'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé mon talent. J'ai décidé donc de refaire carrément une reconversion. Ça m'a amené dans les écoles. C'est ce qui a conduit ce changement-là. Ce changement complet qui m'a amené dans les écoles internationales de coaching, plusieurs instituts dans lesquels je me suis formée avant de créer mon cabinet Potentiel, qui travaille sur le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, bientôt le Congo et le Rwanda. D'accord. Donc, qu'est-ce donc la conduite du changement dans la même lancée? La conduite du changement est une discipline relativement nouvelle qui se donne pour objectif d'accompagner les personnes, les organisations et même des nations, des pays dans les processus de changement. Alors le processus de changement peut venir volontairement, comme quand on fait un changement de mode de fonctionnement, une numérisation dans une organisation, un changement de marque, des fusions-acquisitions. L'organisation passe immédiatement dans des situations de changement voulues, mais le changement est toujours accompagné parce que le changement vient avec son lot de résistance. Ensuite, il y a des changements d'écosystème qui ne sont pas forcément attendus. Quand on regarde le cas du Covid-19, les problèmes de sécurité qu'il y a eu un peu partout à travers le monde, ça a obligé les organisations à modifier leur mode de fonctionnement. Il y a d'autres types de changements inattendus, imposés, mais en tout cas, toutes les situations de changement vont obliger les humains et les organisations à s'adapter, à devenir plus résilients et à trouver des méthodes pour pouvoir fonctionner et être efficaces face aux nouvelles procédures, face à la nouvelle situation, face aux données parfois inattendues auxquelles il faut s'adapter. Qu'est-ce qui peut être par exemple des agents de changement? Parce que vous avez parlé de la résistance au changement. Bon, bien sûr, je suppose qu'il y a une manière de déterminer et les types de résistance, mais quels sont aussi peut-être les agents du changement? Est-ce que vous êtes par exemple un agent du changement? Je suis spécialisée carrément dans la conduite du changement. Donc moi, je conduis le changement. Et quand je conduis le changement au sein d'une organisation, j'amène des agents de changement, je choisis
des personnes qui vont accompagner le changement avec moi, qui vont devenir des agents de changement, qui vont aider par exemple les autres à prendre le chemin du changement en communiquant mieux, en rassurant, en échangeant, en formant également, parce que face aux situations de changement, il faut former tout le monde, il faut rassurer, il faut beaucoup communiquer. Et aussi, surtout, amener l'ensemble de l'organisation, de la nation, parce que ça peut être une collectivité, à adopter complètement, à s'approprier le nouveau projet. Et donc, ça demande tout un processus d'accompagnement avec des agents en interne avec lesquels nous collaborons. D'accord, parce qu'on sait aussi que beaucoup demandent le changement. Il y en a qui disent que le changement commence déjà par leur propre personne. Mais le problème qui persiste et qui reste toujours, comment arriver à ce changement-là? Parce que les méthodes, je suppose qu'il y en a un certain nombre. Encore une fois, je voudrais venir peut-être sur les résistances. Je suppose qu'elles peuvent être sociologiques, elles peuvent être cognitives, elles peuvent être de différentes sortes. Et ces résistances-là, une fois qu'elles sont ancrées, supposons qu'elles soient même des choses qui sont liées peut-être à la tradition ou aux coutumes, comment faire pour passer outre et, j'ai envie de dire, obliger le changement en quelque sorte? Alors, obliger le changement, d'abord on va amener les uns et les autres à comprendre le projet de changement quand il est désiré, quand il est prévu. Donc on décide par exemple de changer de mode de fonctionnement. On doit informer tous les acteurs de ce que nous voulons mettre en place. Pourquoi ce changement? Il y a des cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le changement n'est pas désiré. À ce moment, il faut comprendre les implications, les modifications que ça va faire sur notre mode de fonctionnement. Aider tous les acteurs à prendre les contours de ce changement. Ensuite, rassurer. En situation de changement, l'un des gros problèmes, c'est que le nouveau modèle, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il nous amène. Donc, on doit informer tous les acteurs de ce que nous recherchons derrière le changement, des implications que ça va amener, mais aussi, face à une nouvelle situation, on se demande toujours, est-ce que je suis à la hauteur? Donc, amener avec des renforcements de capacité, avec beaucoup d'informations, rassurer tous les acteurs sur le rôle qu'ils vont jouer dans le nouveau projet. Que ce nouveau projet soit pour un pays, pour une entreprise, une communauté ou une association. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour ces différents types de résistance, on va dire, si par exemple il faut une rééducation, voire un cadre normatif pour que les gens comprennent et apprennent à gérer telle ou telle chose, ça peut aussi être utile. Parce que rassurer, c'est bien, mais si on rassure, même si derrière les personnes cibles sont rassurées et que le résultat recherché ne sera pas obtenu parce que tout simplement les personnes qui sont à la charge de ces missions-là peuvent le dire, peuvent convaincre, mais ne peuvent pas le faire, on ne sort pas du problème. Ah non, non, j'ai commencé à énumérer notre mode de fonctionnement. La conduite du changement est un processus complexe qui commence effectivement par rassurer, par communiquer, par former, mais qui va continuer par l'implication de chaque acteur, la compréhension du rôle que chaque acteur doit jouer, mais aussi comment amener chacun à adopter un nouveau comportement et également à partager le nouveau rêve, parce que c'est ça qui est important. Quand on décide de changer, on a une nouvelle vision. Cette vision doit être partagée. Cette vision doit donner envie. Je vais prendre l'exemple banal. Je travaille beaucoup en entreprise, mais au Mali, nous avons un projet de changement aujourd'hui. On parle beaucoup de changement. Alors, quand on voudra changer, on va essayer de changer les institutions. On va essayer de changer de mode de fonctionnement. Mais chaque Malien, par exemple, si on va mener une conduite du changement, doit adopter le changement. D'abord, en comprenant quel rôle il peut jouer. Ensuite, en adoptant, en ayant envie, c'est-à-dire qu'on va monter leur motivation à vivre le nouveau projet. C'est en faisant monter la motivation à vivre le nouveau projet qu'on aura envie, parce que le changement va amener aussi des sacrifices. Le changement va amener des difficultés, ça va amener... On sort de sa zone de confort, on est mal à l'aise. Alors pour le vivre, il va falloir avoir un objectif concret et qui donne envie et qui va nous permettre d'accepter, de modifier des modes de comportement. Donc il y a tout ce processus d'accompagnement au changement qui va permettre à chaque acteur de faire sa part.
C'est un petit exemple. Hein, oui, mais bon. on comprend l'idée. Maintenant, si, poursuivant, si il faut une conscience, voire une intelligence individuelle, il faut également une conscience, voire une mobilisation de l'intelligence collective. Donc, justement, pour venir à cette deuxième partie du thème-là, qu'est-ce qu'une mobilisation de l'intelligence collective? Ça paraît beau comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi? Mobiliser l'intelligence collective au sein d'une organisation, c'est en fait, on se rend compte que dans les organisations, on a tendance à prendre les solutions chez les spécialistes. Donc au sein, par exemple, d'une entreprise, les managers peuvent se réunir quand il y a un nouveau projet de changement et donner des solutions. On a compris après que l'intelligence vient partout. Même la personne qui vient dans une organisation et qui balaie les rues, dans un pays, même celui qui est au fin fond, il a des solutions, il vit des réalités que les managers ne connaissent pas forcément. Alors cette façon de mobiliser l'intelligence collective, c'est amener des acteurs clés à participer au projet en donnant leur façon de voir, en leur permettant aussi d'être force de proposition. Si je me permets de vous couper, est-ce que, par exemple, dans le contexte actuel, pour parler simplement que nous traversons au Mali avec justement des concertations, après nous verrons s'il y aura consensus, est-ce qu'il y a des possibilités justement de mobilisation d'intelligence collective où c'est déjà le cas? Et si c'est déjà le cas, quel peut être le lien avec la conduite du changement? Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Et qu'est-ce qu'il faut peut-être faire après? Parce que si j'ai bien compris votre rôle, c'est aussi, et c'est surtout, comme son nom l'indique, accompagner et conduire le changement. Donc, par rapport à la situation actuelle, comment cela peut se manifester? Par rapport à la situation actuelle, on essaye, par exemple, déjà, c'est un modèle de mobilisation de l'intelligence collective qui se vit actuellement au niveau des concertations. Sauf qu'on a une partie des acteurs. Quels sont ces acteurs? On a pris les leaders. Donc, on estime que c'est eux qui ont la solution. Dans les nouvelles techniques de mobilisation de l'intelligence collective, on va voir que les leaders ne sont pas les seuls à avoir les solutions ni à comprendre les problématiques. Donc, si je devais modifier quelque chose dans ces concertations, je prendrais des personnes d'autres enfin, comment on les appelle? On peut prendre peut-être un paysan. On peut prendre un paysan, on va prendre des chercheurs. On va prendre des chercheurs, on va prendre des personnes qui vivent à l'international, donc qui voient le Mali d'un autre point de vue. On va prendre quelques étudiants, on va prendre des femmes dans des communautés. Et donc, en réalité, tout ce qui va être vécu et toutes les solutions qu'on va trouver ne sont pas situées qu'au niveau des leaders, au niveau du management. C'est quand on va mobiliser ces acteurs-là qu'on aura une lecture différente et enrichie de la problématique que nous vivons. Et on a aussi des techniques pour que tous ces acteurs-là, en fonction de ce qu'ils vivent, puissent nous donner des solutions qui vont être ensuite consolidées par les acteurs majeurs. Si par exemple, il faut, parce qu'on sait qu'aussi au niveau de nos institutions, il y a pas mal de problèmes de gestion et de gouvernance de manière générale parce que ça revient. Et on dit que ça peut être lié à un certain nombre de choses qui sont parfois contrôlables, mais parfois qui ne le sont pas. Est-ce que dans vos missions, vous avez eu une fois, peut-être à travers une institution, sans la nommer, où vous avez rencontré des acteurs qui appartiennent à la sphère de l'État, et lors de cette expérience-là, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous pensiez qu'eux ont appris? Les institutions, j'ai rencontré, j'ai participé, enfin, j'ai donné une conférence lors d'une concertation pour la mise en route du système le nouveau système informatique de la douane. Donc on m'a demandé de venir faire un exposé sur la conduite du changement. Et j'ai un peu interpellé les acteurs de ce nouveau projet sur le fait que le changement, donc la numérisation qui va se passer par exemple au sein d'un service précis, s'il n'est pas accompagné, va échouer. Donc on a remarqué que quand un projet est accompagné, un grand projet est accompagné de conduite du changement, on a 80% de chances de le réussir. Sans conduite du changement, on n'a pas 50% de chances. Et donc un tel projet où on va numériser par exemple une entreprise comme la douane,
s'il n'est pas accompagné avec l'information sur les nouvelles procédures, si avec comment on va rassurer les acteurs, quels sont les nouveaux systèmes de compensation qu'on va trouver, il y aura forcément de la résistance. C'est un exemple très parlant, mais il y a d'autres exemples. Au niveau des organisations, on décide de changer un produit, d'habitude les marketeurs vont travailler. Aujourd'hui, avec la mobilisation de l'intelligence collective, on va faire travailler les marketeurs, on va faire travailler les managers, mais on va aussi faire travailler le public de l'entreprise, on va même faire travailler des distributeurs, on va même faire travailler le produit, on va l'amener sur le plateau, on va voir qu'est-ce que nous devons changer, quel est le nouveau rêve et comment on va y arriver ensemble. Donc chaque élément du projet est important. Est important et accompagné individuellement. Exactement. Tout en gardant une cohérence collective. Exactement. Et aussi à donner envie, à créer, à co-créer, on va dire, la nouvelle vision. Et elle est très importante parce qu'en Afrique, on néglige beaucoup la vision. Un grand projet ne peut réussir que s'il y a une vision forte et partagée. Donc, dans ce processus, c'est aussi de co-créer une vision, de la partager, de la faire vivre dans chacun des acteurs. Et c'est ce qui va nous donner l'orientation nécessaire et la force du changement. Donc on a compris un peu tous les contours. Maintenant, si on veut revenir au cas concret du Mali, si je peux me permettre de vous demander ça comme ça, comment changer le Malien? Pour la politique, il y a eu des campagnes de sensibilisation en disant qu'il ne fallait plus que les uns et les autres prennent des t-shirts ou de l'argent ou du thé. Mais on a vu qu'à la finale, les résultats ne sont pas concluants. Parce que peut-être que justement, il y a une rupture qui est déjà là entre les politiques et le peuple. En tout cas, les gouvernants et les gouvernés. Donc comment faire pour non seulement peut-être recréer la confiance, et peut-être que le moment ici est, et comment faire pour que le Malien qui pense ou qui a une volonté de changement et qui sent que c'est nécessaire parce que ça s'inscrit dans un ensemble, puisse commencer cette démarche de changement-là de manière collective. Parce que on suppose que vous ne pouvez pas former tout le monde. Même si vous voulez, vous ne pourrez pas... raison de plus, merci, vous me donnez l'opportunité d'expliquer justement la force de la conduite du changement. Vous me demandez en tant que coach et formatrice, comment on va changer le Malien? Je vous offre tout de suite un grand programme de formation du citoyen malien. Et ces programmes, je les ai conçus, j'en ai donné, je donne des cours dans des universités avec ce programme de changement de mentalité. Mais je sais quelle serait la limite de ce projet. Alors, si on me demande comment changer le Malien, au lieu de le faire seul, je vais mobiliser l'intelligence collective autour de ce projet. Donc moi, je viendrai avec mes solutions de formateurs. D'autres personnes, d'autres spécialistes viendraient avec leurs solutions. Certains citoyens viendraient également avec des solutions. Et c'est ensemble qu'on va voir quelles sont les situations que nous allons converger, plutôt les solutions que nous allons converger pour créer un nouveau projet du nouveau Malien. Parce qu'on est sûr, on est tous sûrs que nous voulons aujourd'hui un nouveau Mali. Mais un nouveau Mali, c'est avant tout un nouveau Malien. Parce que c'est sur le potentiel humain que tout va se construire. Et donc, il y a un travail que moi, je peux faire avec ma spécialité, mais il y a d'autres apports qui vont venir d'autres personnes. Donc, quand vous parlez des limites, c'est peut-être cela, c'est-à-dire c'est le cadre dans lequel cela peut se faire, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a d'autres limites qui peuvent être, encore une fois, liées aussi, même si tout cela sera analysé, au milieu social lui-même, voire à l'environnement général? Forcément, en réunissant les acteurs, nous allons voir également les défis à relever. L'un des premiers défis du citoyen malien, par exemple, c'est qu'il n'est pas habitué à la sanction, il n'est pas habitué à la rigueur. Comment mettre en place un système pour que chaque action, chaque mauvaise action soit suivie, par exemple, de sanctions. Positive ou négative. Positive ou négative, mais au Mali, on est habitué à dévier les systèmes. Et donc ça, par exemple, ça peut demander l'apport de spécialistes de la formation, de juristes, de sociologues, même aller chercher, pourquoi pas, l'intelligence dans notre culture, les façons de faire qui ont été les nôtres, nos valeurs avant. Peut-être qu'il y a des pistes à exploiter. Mais ça, c'est pourquoi il faut mobiliser l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas qu'à un seul niveau.
Si moi je dois agir, j'agirai à mon niveau avec ma spécialité. Mais si je mets autour de moi d'autres spécialistes, nous allons trouver des solutions endogènes qui vont être plus efficaces face à la conduite du changement dont le Mali a besoin. D'accord. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est réellement une limite parce que qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être de vous réunir justement avec d'autres coachs pour tenir une telle assemblée, faire venir, on ne va pas dire, comme ce n'est pas le dialogue national inclusif, ce n'est pas le but, mais c'est quelque chose qui va étudier plus peut-être le comportement de chaque Malien. Mais comment, pourquoi vous ne pouvez pas planter un décor comme ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument un appui institutionnel, il faut un appui technique, il faut un appui financier, il faut un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir faire ça? Parce que si on est tous d'accord, et on est d'accord sur le constat qu'il faut changer le Malien, et qu'il y a des manières d'y arriver qui peuvent se faire de manière consensuelle, qu'est-ce qu'on attend en fait, j'ai envie de vous dire? Ah ben oui, vous posez la bonne question. Je n'ai pas mandat à ça. Je suis directrice générale d'une entreprise privée. Citoyenne malienne? Je suis citoyenne malienne, mais je n'ai pas forcément mandat pour ça. Je n'ai pas forcément non plus les moyens. J'agis à ma façon. Aujourd'hui, j'éduque des jeunes, j'essaye d'accompagner des entrepreneurs. Je fais ma part, mais en fonction, bien sûr, des mandats que j'ai. Si on m'invite à aller plus loin et avoir accès à d'autres ressources, je peux faire plus. Mais je ne peux pas faire plus en tant qu'entrepreneur. Vous conduisez le changement, il ne faut peut-être pas le subir. Il faut peut-être que ce soit vous qui les invitiez peut-être à aller sur ce sens-là. Après, de toute manière, ça, on ne peut pas en débattre, c'est une question de point de vue. Mais déjà, ce que vous faites est excellent. Et si on a d'autres personnes, peut-être voir former peut-être même des formateurs, parce que même si vous êtes de bonne volonté, comme je l'ai dit au départ, vous ne pouvez pas vous démultiplier aux quatre coins du Mali. Ça risque d'être très compliqué à tenir même physiquement. On a des programmes, moi j'ai conçu par exemple un programme éducatif dont je déroule une partie au niveau des universités qui a pour objectif de cacher, je l'avoue, de forger un nouveau Malien, de créer une génération consciente et responsable. Mais je le fais à un niveau très petit, mais ce programme peut devenir un curriculum à adopter avec des formateurs qui seront formés et qui vont pouvoir dupliquer ce programme et oui, échanger le citoyen de demain. Mais il sera long. Il sera long, il prendra du temps. Il y a d'autres systèmes pour aller plus vite, aller plus loin, aller plus fort. Ben, on espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur ces systèmes-là. Comme l'émission arrive à terme, si vous avez peut-être, encore une fois, même si on en a déjà discuté, des pistes de solutions ou de réflexion pour les uns et pour les autres, pour le changement individuel et collectif. Et si vous avez aussi une citation, une maxime qui vous marque et qui vous a marqué, ce sera un peu le mot de la fin en faisant un vœu pour le Mali et pour les Maliens. Alors, encore une fois, comme on dit, une vision sans action n'est qu'un rêve. Et une vision doit toujours être suivie d'action. Et donc la balle est dans le camp de chaque Malien. Le nouveau Mali, le Mali croix, ne pourra se construire qu'avec des Maliens croix. Et donc chaque Malien, il appartient à chaque Malien désormais de faire sa part. On a été nombreux à subir les différents systèmes qui nous ont amenés là où nous sommes, avec plus ou moins de responsabilité. Chacun à son niveau doit s'impliquer dans ce processus. Quelques exemples de conseils, c'est de militer, de participer, d'être un citoyen actif. De nettoyer devant chez soi. Nettoyer devant chez soi, ça c'est aussi des petites actions individuelles, mais pas seulement. S'impliquer dans la politique. J'aime bien parler du troisième coupable, tous ces intellectuels qui se sont assis dans leur salon et qui ont dit « je ne me mêle pas à la politique, je ne me salis pas les mains ». Il est temps qu'ils s'engagent aussi à la citoyenneté, à la politique. Il est temps effectivement qu'au niveau individuel, au niveau local, au niveau familial, que chacun fasse sa part. Et désormais, je crois que la balle est dans les camps de tout le monde. Et que chaque Malien doit... pour un Mali et des Maliens meilleurs? Je rêve d'un Malien responsable, engagé, citoyen. Je rêve de gouvernants visionnaires
est capable de passer à l'action. D'accord. Bon, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci.